Bonsoir à tous. Il est 18h02. Il est temps de commencer. Merci de vous être connectés. Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café Sapiens. L'équipe de l'Institut Sapiens et Yannick Bardy qui va nous parler depuis Las Vegas et qui de temps en temps va nous permettre de bénéficier de quelques mots en anglais parce que la prise de son va nous amener le son en direct. Nous vous présentons nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Des vœux dans tous les domaines, mais peut-être plus particulièrement dans le domaine de la santé, par exemple. Comme on est bien béni quand on a une bonne santé, on le sait tous. Euh, Aujourd'hui, c'est un café Sapiens unique puisque on est en direct, vraiment en direct, grâce à Yannick, qui a fait ce voyage, qui subit le jet lag. Vous savez comment ça se passe pour ceux qui ont l'habitude d'aller aux États-Unis, hein, pour une semaine. Au début, c'est terrible, et puis quand ça commence à bien aller, bah, c'est le moment où on rentre sur la France. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Yannick Bardy, qui est le directeur de notre observatoire Sciences et Société. Alors, c'est un professeur d'université qui donne des cours dans deux universités. C'est un PhD, donc un docteur. C'est aussi un homme d'entreprise. Il a plusieurs entreprises et c'est ce genre de personne, lorsque vous les rencontrez régulièrement, vous vous demandez toujours quand est-ce qu'ils dorment. Donc, je me suis fait j'ai mon sentiment, il ne dort pas, en fait, hein. Et il y a pas de secret. Voilà. Alors moi, j'ai choisi Yannick. Bonjour tout d'abord. Mais j'ai choisi de mettre en fond d'écran. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je mets un robot ou alors est-ce que je mets un des bâtiments que j'aime beaucoup? C'est l'abbaye de Royaumont, 1228. Donc finalement, il y a 800 ans qui nous séparent. Je pense que on a tous compris que le monde a bien changé à travers ces 800 années et que tu vas nous parler de ce qui va se passer en 2025, mais surtout en 2030, en 2050, voire au-delà. Et c'est ça le privilège que nous avons d'être avec toi pendant cette heure, en cette fin de journée. Alors, peut-être pour commencer, avant que tu déambules dans les allées et que tu nous montres plein de choses, euh, pourquoi est-ce qu'on vient au CES? Et est-ce que tu peux aussi nous décrire un petit peu le gigantisme de ce lieu? Parce que j'ai compris qu'il y avait plusieurs bâtiments, enfin que c'était un truc énorme, quoi. Bonjour, bonjour Dominique, bonjour les Sapiens, et bienvenue dans le futur. Vous voyez derrière moi l'image CES 2025 Dive in the Future. Nous plongeons ce matin dans le futur, et en effet, Dominique, on a l'habitude de dire ce qui est à Vegas reste à Vegas, mais aujourd'hui non. On va vous montrer ce qui se passe à Vegas, car Vegas a changé de figure. La figure de la sphère qui est bien connue aujourd'hui montre que cette ville se tourne vers la technologie. C'est pas nouveau. Le CES, Customer Electronic Show, existe depuis 40 ans et plus, et il nous montre les innovations dans tous les domaines pour les 20 ans qui viennent. Donc, venir ici au CES de Las Vegas, comme je l'ai fait, alors on a la chance d'avoir aujourd'hui, j'ai un badge accompagnant, j'ai un badge exhibitor, donc ça nous permet d'avoir l'accès, et merci pour cet horaire, l'accès au salon en dehors de la foule, c'est-à-dire le moment privilégié pour les journalistes et des gens comme nous. Donc, nous allons pouvoir déambuler tranquillement et nous attarder sur les innovations du futur. Donc, Las Vegas nous montre ce que sera le futur et comment la technologie va changer notre vie, nos organisations et nos institutions en, avec un fil rouge cette année qui est l'intelligence artificielle, évidemment. D'accord. Alors, tu as pour habitude de dire qu'en fait, la plus grande révolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est son adhésion massive, pardon. C'est le fait que tout le monde tient compte et prend en compte l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça doit se sentir encore plus à Vegas? Absolument, tu as raison. Et on avait fait ensemble ce webinaire sur les impacts sectoriels de l'intelligence artificielle, qui n'est pas une technologie nouvelle, comme tu viens de le dire. C'est très ancien, ça a 70 ans et plus, avec la figure d'Alan Turing, l'Imitation Game. Et puis, vous vous souvenez, quand nous avons commencé, quand j'ai commencé à travailler, le petit trombone conversationnel dans Office, dans les premiers packs Office, c'était déjà de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas nouveau. Et en effet, ce qui est absolument nouveau et brutal, c'est l'adoption supermassive de l'IA, en commençant par l'IA générative que nous avons tous adoptée depuis moins de 2 ans et qui nous montre ce que sera l'IA prédictive,
l'IA inductive, l'IA générale à terme, comment elle va transformer le commerce avec le Web3 et la blockchain, qui sont des technologies de certificats numériques extrêmement performants qui permettent de modifier le paysage économique des entreprises. Je vais commencer et je te rends la parole par vous montrer un objet. Alors, on est sur, ici, je commence par le pavillon qui vous parle des objets du quotidien, hein, vous voyez, qui sont connectés et qui convoquent de l'intelligence artificielle. Vous voyez plus loin là-bas la marque Weddings qui fait des balances connectées, des objets de mesurage pour la santé. Et je commence, et puis après on descendra sur le pavillon innovation. Ici, je vous montre un exosquelette. L'exosquelette, c'est un appareillage qui permet, dans des ateliers, de soulever des charges très importantes sans se briser le dos. Cela permet aussi à des jeunes enfants qui ont des difficultés, comme vous le voyez là, de se mouvoir, de réapprendre à marcher. Ça permet aussi à des personnes handicapées de se relever. Alors pourquoi je vous montre cet objet? Parce que au-delà de la technicité, il nous parle, cet objet, de la sociomatérialité. C'est pour ça que je commence par là sur un plan pédagogique, pour vous dire c'est quoi l'IA, c'est quoi l'instrumentation qui change tout. C'est que cet objet tout seul, comme il est là, ne sert à rien. Il ne peut rien faire tout seul. L'être humain ou l'humanoïde qui est là ne peut rien faire de plus sans cet objet. C'est l'alliance des deux. C'est l'alliance socio-matérielle qui change tout, qui crée une nouvelle entité. Donc on avait l'homme, on avait la machine, maintenant on a l'homme et la machine, on a l'homme augmenté avec de l'intelligence artificielle. Et donc des capacités physiques augmentées et des capacités d'intelligence augmentées. Et c'est cela qu'on va retrouver partout, dans le quotidien, avec la domotique. On va voir, je vais vous montrer des... Alors, je suis pas jet lag, je suis plus jet lag, mais si je l'avais été, je serais allé sur ce stand que je vais vous montrer là, où on trouve des lits connectés, des smart beds qui sont de véritables objets de santé ou de bien-être et de santé, car ces objets vont être hyper communicants, vont me renseigner sur ma qualité de sommeil, hein, vont analyser tous mes mouvements, vont être capables de modifier les pressions à certains endroits pour améliorer le sommeil. Le sommeil, c'est très important en santé. Vous savez que les expériences qui ont été faites, si on empêche une souris de dormir, elle meurt de septicémie et son système immunitaire s'effondre. Donc le sommeil, c'est très important. Et bien sûr que ces lits, dans le cadre de ce qu'on appelle l'IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, ces lits communiquent aussi avec le cloud et vont générer de la data qui vont aller dans le cloud sécurisé santé pour nous permettre de mieux comprendre en recherche clinique. Vous savez que je viens de la recherche clinique opérationnelle, nous permettre de mieux comprendre comment un homme dort bien quand il dort bien et pourquoi il dort mal quand il dort mal. Voilà, je voulais vous commencer par là. Dominique, je te rends le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, j'avais une petite question. Est-ce que on peut essayer d'évaluer un petit peu les recherches entre ce qui concerne la domotique, la vie quotidienne, je ne sais pas, la recherche dans le monde du manufacturing, la recherche dans le monde de la recherche pure, enfin dans le monde de la santé. Est-ce qu'il y a une répartition globale? Et j'en profite surtout pour dire à tous ceux qui nous écoutent, qui sont avec nous ce soir, qu'ils peuvent poser leurs questions à travers la fonction chat, hein, en bas d'écran. Vous posez vos questions et je poserai ces questions à Yannick au fur et à mesure qu'on avancera et surtout dans la dernière partie de notre Café Sapiens. Donc voilà, est-ce qu'il y a une répartition? Est-ce que ce qui est présenté suit une logique comme celle-là? Oui, alors, tu poses une question fondamentale. Je vais y revenir sur euh, comment les univers s'interpénètrent justement sur un plan domotique, architectural, santé. Je reviendrai là-dessus, mais je te réponds concrètement. Le CES de Las Vegas implique toute la ville de Las Vegas. Là, je vous montre une toute petite partie ce matin je ne peux pas vous montrer les 4000 exposants qui sont répartis dans toute la ville sur ici le Venetian. Alors le Venetian, vous le connaissez, c'est l'hôtel qui a reproduit la ville de Venise. Et au bout du Venetian, il y a le Eureka Park. Donc nous sommes ici dans l'Eureka Park qui est centré sur les innovations. On va le voir plus bas avec euh, les entreprises start-up en amorçage et en émergence. Et puis, on n'aura pas le temps de le faire ce matin parce que ça m'obligera à prendre un shuttle. Il faudra aller au LVCC
qui est le grand centre d'exposition de Las Vegas. Circuler d'un pavillon à l'autre, on prend un overlook avec des Tesla. Euh, donc c'est immense. Ce sont des pavillons qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Mais au-delà de ça, c'est toute la ville qui est en effervescence, car les grandes marques qu'on ne va pas voir ici, comme Amazon, qui était juste à côté, mais dans une suite, les NVIDIA, qui est le partenaire majeur de l'IA aujourd'hui sur un plan matériel, toutes ces grandes marques, elles, louent des hôtels, des suites dans des hôtels. Les conférences ont lieu ici dans les parcs expo, mais aussi dans les hôtels. Donc, c'est toute la ville qui est un centre d'exposition. C'est ça qui est gigantesque. Alors, la répartition, pour te répondre, là, on a tout un hall qui fait des milliers de mètres carrés sur uniquement les objets du quotidien, la domotique. Ensuite, on descendra pour l'innovation, qui est au moins aussi grand avec la géopolitique de l'innovation. Et ce que je ne pourrais pas vous montrer, c'est LBCC, où là, on a des grands acteurs comme Caterpillar, comme hier j'étais sur Dassault Systèmes, qui fait la Smart City, donc un gigantisme industriel, des pavillons qui coûtent plusieurs millions d'euros. Donc la répartition cette année, c'est l'intelligence artificielle, la santé et la Smart City, les villes connectées. Et bien sûr, incidemment, on en parle parce qu'il faut s'y préparer, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'allumer, c'est le Web 3. Donc, je vous parlerai un peu plus tard du Web 3 parce que ça nécessite d'ouvrir un peu les chakras. Et pour te finir de te répondre sur la question architecturale, finalement, comment on a un objet ici du quotidien avec Withings, donc, qui est bien connu parce qu'ils font beaucoup de publicité en France sur les balances connectées, mais tout un tas d'objets biométriques, des objets de mesurage avec une frontière qui a été, d'ailleurs, ces objets ont été récompensés, vous le savez, avec des awards du CES. Donc, très difficile de faire la différence à ce stade entre des objets de mesurage, voire des objets de santé. On est dans une interpénétration entre le monde de la santé et le monde simplement du confort ou du bien-être. Mais ça va plus loin, car évidemment, la domotique, qui est une sorte de définition architecturale, a également un impact sur la santé. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que ce que nous disent ces technologies, c'est qu'il va y avoir des développements horizontaux. Alors, ça a été dit par Laurent Alexandre, un mix entre la médecine et l'éducation avec Neuralink, vous savez, d'Elon Musk, des essais cliniques déjà en cours sur l'intelligence augmentée avec des chips dans le cerveau, l'architecture et la santé, la domotique et l'Internet of Things, qui permet de relever des datas de données de vie réelle, c'est-à-dire comment vivent les gens au-delà du déclaratif. Qu'est-ce que nous disent les données pour améliorer la santé des gens, le confort, et comment cela va avoir un impact sur leur santé. Vous voyez, un peu plus loin ici, le stand d'Essilor. Alors, Essilor, on a conscience que c'est un lunetier, mais c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, car nous allons avoir des lunettes connectées, nous allons avoir des ordinateurs dans les lunettes, des caméras, c'est l'équivalent des Google Glass, mais on arrive aujourd'hui à maturité de ce genre d'objet. Des lunettes qui seront également des prothèses audio, et tout ça communiquant de façon synchrone, Internet of Things, produisant de la donnée et nous donnant de la donnée. Donc on est vraiment dans une réalité augmentée du quotidien qui se répartit dans toutes les sphères de la vie quotidienne, de la maison. Et puis on ne le verra pas ici parce que ce n'est pas l'objet de ces stands, de la mobilité autonome, l'automotion, etc. Voilà, j'espère t'avoir répondu. Je te rends la parole et je vais commencer à me déplacer vers l'Eureka Park. On va descendre d'un étage pour aller rejoindre le pavillon France. Il y a aussi les Ah, équipes de BFM TV qui sont sur place parce qu'évidemment tout ça est très important. Hein. On n'est pas simplement chez des geeks, on n'est pas juste chez des technophiles. On est là sur une expo universelle, j'ose le dire. On est là sur une expo universelle, ce genre d'exposition qui change le siècle. On est en train de basculer, ça va très vite et ça va tout changer. tout à fait. Merci beaucoup. Il y a une question, on nous demande si on verra des robots. Est-ce que tu vas pouvoir passer par le monde des robots ou pas? Oui, c'est fascinant ce que je vais vous montrer. D'accord. Là, je vous ai montré un exosquelette. Je vais vous montrer un robot qui joue du piano. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ça n'est pas du tout. On verra que ça relève d'une technologie très fine dans laquelle le robot
non seulement est capable d'exécuter des commandes, mais il a aussi une sensibilité. Il est Mhm. capable d'auto-gérer, il a un feedback sur son geste très très fin. C'est des choses qu'on retrouve dans la chirurgie aujourd'hui Ouais. avec le robot Da Vinci, donc des robots instrumentaux qui deviennent plus précis que les êtres humains. Vous avez certainement vu ces images des robots qui jouent du violon. Hein. Ouais. Jouer du violon, c'est pas un sport d'amateur. Ben, le robot aujourd'hui arrive à jouer au violon. Non, c'est un petit peu plus facile de jouer du piano que du violon, si je peux me permettre. Alors, moi j'ai vu une info disant que Nvidia a dévoilé son projet Digits là, qui permettrait de faire tourner les plus gros modèles d'IA sans aucun cloud. Et il parle même d'un prix ridicule, quoi. Il parle de 3 000 $ pour faire tourner leur nouveau projet. À peu près de la dimension d'un data center, quoi. C'est alors vrai, pas vrai, vu, pas vu. Est-ce que tu as une info? Vu check, vrai check. C'est-à-dire que la conférence d'ouverture, c'est pour ça que je dis que c'est massif. C'est super massif. La conférence d'ouverture avec le patron d'NVIDIA, ça a été un choc. Parce qu'évidemment, ils nous ont montré que nous allons avoir des serveurs dans la poche. Nous allons avoir notre propre cloud avec des machines d'une puissance en nombre de teraflops. Alors, le flop, c'est une des mesures de la vitesse de calcul. C'est juste impensable. C'était encore impensable ce qu'il a montré, ne serait-ce qu'il y a 2 mois. Il faut savoir que quand il a fait sa présentation, dans les heures qui ont suivi, le cours de bourse au Nasdaq de NVIDIA a fait un saut de 20 à 30%. Ça change tout. Ça change absolument tout. Et avec des laptops, des ordinateurs portables qui sont de véritables serveurs. C'est-à-dire, vous avez la puissance d'un serveur dans un laptop et demain dans un smartphone. C'est quelque chose d'absolument fou. Et alors, ça pose des questions géopolitiques, parce qu'on est chez Sapiens et on se pose aussi ces questions. Qui fabrique ces chips? Qui fabrique Bien ces sûr. processeurs? On le sait, ils sont fabriqués à Taïwan. Ils sont fabriqués à Taïwan, donc on a une dépendance. Mais ils sont fabriqués à Taïwan avec des machines, pour certaines, qui sont hollandaises, européennes. Donc, ça pose aussi la question de comment on va sortir d'une dépendance par rapport à ces technologies qui sont aussi des technologies en dur. C'est pas que du logiciel, c'est aussi du hardware. Et donc, il y a aussi toute une réflexion sur comment on va être capable de fabriquer ces processeurs nano. Alors, je le dis pour nos auditeurs, le nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. L'atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. L'angstrom, donc on est pratiquement à l'échelle atomique dans la précision de structuration de ces processeurs qui contiennent des millions de transistors. C'est colossal. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les ordinateurs du quantique de demain ou? Pas encore. Alors là, je vous montre l'entrée du. Là, nous entrons, je vous fais la visite en poussant dans le hall de l'Eureka Park, dans l'hôtel Venetian, et nous entrons dans le hall G, qui est le hall dans lequel on va retrouver Business France, Choose France et toute la géopolitique de l'innovation. Donc là, on entre vraiment dans le fondamental. Et on n'est pas encore au quantique, non, on n'est pas encore au quantique. C'est-à-dire que on est encore sur des modèles électroniques, des Ouais, ordinateurs électroniques. ouais. Et ta question, elle amène une réflexion fondamentale. C'est que l'ordinateur électronique, aussi puissant soit-il, reste un ordinateur déterministe. Mhm. Alors que l'ordinateur quantique, qui va arriver dans la décennie qui vient certainement, c'est un ordinateur qui va entrer dans le monde du chaos, qui va nous faire entrer dans le monde du chaos, de la stochastique, de ce que nous, humains, nous ne pouvons pas voir. Par exemple, pourquoi dans certains cas, 1 plus 1, ça peut être égal à 2. Et dans d'autres cas, ça peut être égal à 3. C'est-à-dire que l'ordinateur quantique est capable de gérer des paradoxes. Ouais. Je vous donne un exemple que vous avez certainement vécu. Quand vous êtes en Excel, si vous faites une référence à une formule, à une cellule de départ, il vous dit référence circulaire, je ne peux pas le faire. L'ordinateur quantique pourra gérer la référence circulaire dans une nouvelle formule sur Excel. Je vous Mhm. montre ici, regardez l'étendue des exposants. Je ne vous parle ici que de l'Eureka Park. Vous voyez la Ouais. liste des gens qui sont uniquement sur ce pavillon. Des milliers d'exposants, avec là le plan de masse uniquement de ce que je vous montre ici sur ce plateau. C'est immense. Donc on a ici BFM TV qui est sur site, qui relaye l'événement, que vous avez pu voir certainement avec BFM Business et tous les journalistes spécialisés dans l'innovation. Et puis, on va regarder le pavillon de France
Et je vais vous montrer des choses très intéressantes. Et on ira aussi sur le pavillon Rhône-Alpes. Je vais peut-être D'accord. commencer par là d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut savoir, Dominique, c'est que la surface du pavillon France diminue d'une année sur l'autre. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on devait mesurer les capacités d'innovation relatives, on verrait que la représentation française diminue. Et que Mhm. d'autre part, il n'y a pas vraiment de pavillon européen. Chacun fait sa petite cuisine sur son petit réchaud. Je crois que ça, on peut le regretter quand je vais vous montrer le pavillon des États-Unis Ouais. ou le pavillon de la Corée, ou etc. Mhm. Il y a quelqu'un, pendant que tu marches, il y a quelqu'un qui nous pose une question qui est la suivante. Le métaverse est-il toujours à la mode? L'évoque-t-on toujours pour remplacer les réseaux sociaux? Alors oui, j'ai vu quelque chose d'absolument extraordinaire hier en termes de réalité virtuelle. Euh, le métaverse est bien représenté, on ne le verra pas dans ce pavillon, mais il est très bien représenté. Je pense que ce métaverse va d'abord s'imposer dans l'éducation. Vous savez que j'ai une affinité avec ça. Je pense que c'est d'abord dans l'éducation que le métaverse va se déployer. Ce sont des technologies encore relativement coûteuses et gourmandes en capacité processeur. Probablement que les avancées d'NVIDIA permettront de réduire les coûts. Vous savez, ce qui fait l'adoption de l'innovation, ce n'est pas la quantité d'innovation, c'est le rapport au coût, c'est-à-dire la Mhm. capacité pour les gens d'acheter cette technologie. On n'est pas encore sur un optimum du coût du métaverse, hein. De la même façon que le Web3, c'est pas encore mûr. On peut dire que ça va arriver, mais je peux pas vous dire quand, en fait. Je peux pas vous dire quand le barbecue va s'allumer. Vous savez, cet effet du barbecue, le point d'ignition, c'est très difficile à dire. Mais on sait que ça va arriver, il faut s'y préparer. C'est-à-dire l'objet, hein, Dominique, de nos rencontres du Sablon. Préparer, se protéger, dérisquer pour aller saisir à terme ces nouvelles opportunités. Ouais. Je me dirige vers un partenaire qui nous a montré des choses fascinantes hier en visite. J'espère qu'ils seront là ce matin Alors avec de la France est moins présente, donc c'est ça. La France est moins présente. Alors, je regrette qu'ils ne soient pas là ce matin, mais ici, on a des Français qui ont une application qui permet d'avoir l'empreinte digitale de tout produit avec une analyse minérale qui est l'équivalent d'une empreinte digitale d'un produit, d'un vin, d'un cosmétique, de ce que vous voulez. C'est des analyses extrêmement fines, boostées à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on voit ici avec les réseaux de neurones, hein. Et ça permet d'avoir une traçabilité, d'avoir une fiabilité. Donc là, on est sur c'est une technologie qui peut être adressée à plein de secteurs. Donc, Augmented Digital Twins Integrating Mineral Profile. Donc, comment on va pouvoir certifier l'authentification d'un médicament, d'un produit chimique, etc., d'un vin. Et c'est une technologie développée en Rhône-Alpes. On est dans le pavillon Rhône-Alpes. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est que ici, il y a le pavillon Rhône-Alpes qui n'est pas dans le pavillon France, qui n'est pas dans le pavillon French Tech. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Je ne veux pas polémiquer. Mais évidemment que ça nous fait perdre de la puissance. Probablement parce que les pavillons France nous imposent un format qui ne convient pas forcément à certaines régions qui veulent se distinguer. Bon. Alors, au loin, on voit le pavillon. Il n'y a pas de pavillon unique, si vous voulez, qui pourrait représenter la puissance européenne en matière d'innovation, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer un tel regroupement. Voilà, ça c'est mon petit commentaire personnel. Parce que vis-à-vis des Voilà. autres acteurs que je vais vous montrer, parce que je vais vous montrer là-bas en rouge, c'est le pavillon des États-Unis, le gouvernement des États-Unis, il s'en occupe, hein. Il s'en occupe avec le Small Business Act, bien connu. Je te rends la parole et je me dirige vers un partenaire qui va nous faire une démonstration. D'accord, d'accord. Non, mais tu as raison de le mentionner, hein. C'est l'esprit de Sapiens que de mentionner ce qui peut être amélioré et de pouvoir échanger sur tout ce que l'on peut faire pour que la place de la France soit toujours mieux représentée. Alors, il y avait une question aussi à propos du secteur automobile. Est-ce que c'est un secteur qui est évoqué, et tu peux répondre après, sans problème, mais est-ce que c'est un secteur dont on parle beaucoup à Las Vegas, et est-ce que alors on sait qu'il n'y a pas de pavillon européen, mais comment les Européens se défendent face à nos amis chinois et autres? Mais vas-y, tu peux Alors, répondre après. Vas-y, si tu veux faire je, ton je, interview. voilà, on a deux partenaires qui vont nous faire une démonstration. Euh, alors, l'automobile, on va se le dire très, très clairement, on est sorti de l'histoire.
je vous enverrai pour les suites de ce Café Sapiens une carte où on voit les puissances relatives de marché des acteurs comme BYD chinois. Ouais, Donc, on sait ce qu'on dit, hein, the winner take it all. Donc, ils sont en train de prendre tout le marché mondial sur l'électrique, sur l'hybridation. Tesla est en perte de vitesse, on le sait, bien que ce soit des modèles plutôt premium. Euh, on voit alors quelque chose qui est très intéressant, c'est le modèle Lynk Co, qui est une alliance coopétitive, hein, c'est-à-dire des coopérations entre concurrents, entre l'Européen Volvo et le Chinois Geely, avec la voiture Lynk Co 01 et puis bientôt 02, qui sont qui sont des véhicules sur base de Volvo XC40, avec une couche d'hybridation, une couche d'automotion, donc de véhicules autonomes, le tout accessible sur simple abonnement ou location longue durée et avec de l'autopartage. Donc on entre dans ce monde grâce à l'IA, aux objets connectés, dans un monde où les véhicules ne sont plus propriétaires, les véhicules sont des fonctionnalités. On ouais. entre là dans l'économie de la fonctionnalité. C'est là, finalement, que je crois qu'il faut que nous trouvions le relais. Pas simplement sur l'aspect en dur de la fabrication des automobiles, qui se fait aujourd'hui, on le dira, à valeur marginale, mais sur cette montée à l'économie de la fonctionnalité. On verrait bien comment dans Paris, les véhicules autonomes pourraient réduire les véhicules en stationnement, fluidifier le trafic et donner plus de confort finalement. Ouais, ouais. Alors là, on va Vous avez parler raison. à deux partenaires. Alors ici, je vais donner la parole à Benoît. Je suis avec Sapiens, Benoît, comme je l'avais dit hier, et il va vous expliquer en 1 minute ou 2 minutes ce qu'il fait ici avec sa technologie. C'est ça. C'est besoin, mais surtout pour le micro. C'est pour le micro. Le micro, c'est surtout le micro. Ah oui, pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Il faut parler beaucoup plus près du micro. On ne vous entend pas. Attends, excuse-moi, je vais prendre une oreillette. Oui, est-ce que ça marche, Dominique? Alors, On ça vous marche quand entend? tu parles. Ça marche quand tu parles, il n'y a aucun problème. Ouais. Et quand Benoît parle, c'est bon? Il faut qu'il fasse un essai. Alors, on n'entend pas, vraiment, on n'entend pas grand-chose, hein. Rien du, on n'entend rien. Je pense que ça ne marche pas. Comment on passe le message? Donc on est là, Benoît, dans la plasticité cérébrale, la Yannick, réorganisation des réseaux cérébraux. Alors, Yannick, on dit, il y a l'anecdote du bricolage. Quand je bricole et que je ne vois pas la pièce que je manipule, je me mets des yeux au bout des doigts. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça l'idée. L'idée, c'est que, effectivement, cette plasticité permet finalement de substituer un sens à un autre. Bien entendu, les non-voyants sont parfaitement surdéveloppés dans le sens haptique. Donc, ça marche extrêmement bien. On a testé cet appareil, ce dispositif, sur plus de 500 aveugles. Je vous dis, vous tendez la main à l'aveugle, on vous la serre.
Merci Benoît, c'est extraordinaire. Laser aussi. Merci, on se laisse faire, voilà. Et on ira voir aussi, tu le sais, chez nos amis suisses, Ah oui. des chaussures qui permettent à des parkinsoniens de retrouver la marche grâce à ce genre de dispositif que tu viens de nous décrire. Ouais. Alors, on passe maintenant. Yannick, Oui, oui. excuse-moi. On a quasiment rien compris de l'explication qu'il nous a donnée parce qu'on n'entendait quasiment pas. C'est juste pour le Alors, prochain. je vous refais l'explication Oui, rapidement. en 2 secondes, voilà. Il Très bien. s'agit de plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on est capable de faire travailler les zones du cerveau en modifiant le sens adressé au cerveau. Quand tu sais, quand on bricole et qu'on ne voit pas ce qu'on fait, si on ferme les yeux, on va mettre des yeux au bout de ses doigts. On va transposer l'information tactile vers le visuel, vers l'aire visuelle du cerveau. C'est exactement ce qui se passe ici. D'accord. Donc ça, c'est une plasticité cérébrale. Chez l'aveugle, il est capable de transposer du son dans son nerf visuel, du toucher dans son nerf visuel. C'est tout l'intérêt de l'écriture en braille. Donc ça, c'est très connu. Mais là, avec ce genre d'objet et de l'Internet des objets, des chips dans le cerveau, on va aller vers le corps augmenté, ce qui fait que quelqu'un qui a perdu la vue va retrouver ce sens par d'autres moyens. Alors là, on va aller vers une autre technologie, Ouais. alors qui est plus connue. Oui, je t'écoute. Non, j'en profite, il y a une toute petite question. L'Île-de-France a-t-il un pavillon séparé aussi? Non, à ma connaissance, non. Ils D'accord, sont ok. dans French Tech et dans le Choose France. D'accord, très Donc, bien. de ce point de vue-là, tout va bien. Donc là, je vois mon ami Fabien qui va nous parler de cohérence cardiaque avec Zenbox. Alors, c'est une technique qui est connue et qui permet de se relaxer et de retrouver une pression artérielle plus normale. Et il vous en parle en 2 minutes. Donc, juste le micro est là. Alors, je vais te le tenir, tiens, je vais te le tenir. Et je vais garder une oreillette pour savoir si mon ami m'entend toujours. Voilà, voilà, Dominique, voilà, je donne la parole à Fabien. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour. 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 C'est bon. Développer à partir de notre technologie. Il faut parler beaucoup plus fort et on n'entend rien. C'est pareil, même problème. Est-ce qu'il y a toujours un problème de son, Dominique, ou pas? Ben, il y a un problème de son quand c'est pas toi qui parles, oui. Ah, d'accord. Donc, il faut parler plus fort Ou et alors, à peu près ici, pas cracher dans le micro, voilà, un peu plus bas et parler plus fort. Comme ça, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est mieux. On a développé à partir de notre technologie médicale, qui est de maîtrise de son un serious game. On entend très très peu. On entend très très peu et très mal. Avec c'est-à-dire le retour direct de respiration. Avec des indications qui vont s'assurer d'avoir une respiration optimale et une validité de l'exercice correct. L'exercice de respiration est bien méthode sur le marché, avec des guides qui montent et descendent. Absolument maximal. C'est unique sur le marché et ça garantit l'efficacité par rapport à des solutions classiques 5 à 10 fois supérieures. Parce qu'on est absolument sûr et on garantit que l'exercice est bien réalisé. On peut faire une petite démonstration. Ouais. Il va falloir. Tu t'adaptes au rythme parler un petit peu imposé. Ouais, Voilà, je prends la parole parce que Benoît fait l'exercice. ouais. Vous voyez qu'il est obligé de respecter un rythme respiratoire de 6 cycles par minute, ce qui est assez contraignant et ce qui va remettre en cohérence le cœur et les poumons, réduisant la fréquence cardiaque de 10 à 20 pulsations par minute et améliorant aussi la pression artérielle. On peut faire descendre une pression artérielle de 10 à 20 mm de mercure, c'est-à-dire si vous êtes à 15,8 parce que vous êtes stressé dans le salon ici, si vous faites cet exercice, vous allez redescendre à 12,8 ou 12,7 de pression artérielle. Donc, c'est aussi efficace que la prise d'un traitement antihypertenseur. Et vous voyez, si vous faites ça 3 fois par jour avec 6 cycles par minute, vous allez retrouver une cohérence cardiaque.
et vous améliorez votre oxygénation, vous améliorez les zones cérébrales. C'est tout bête. Et cet appareil ne se contente pas de nous donner les instructions, on appelle ça le nudge, le coup de coude. Il enregistre aussi les mouvements du visage, l'anxiété perçue sur le visage, la modification du trait du visage. C'est un véritable anxiolytique dans la poche, sur tablette. Et voilà, c'est une technologie française. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci Yannick, beaucoup, Fabien. Merci. Et à très bientôt avec merci, nos amis merci, Sapiens. merci. Voilà, Yannick, on me dit que le problème, c'est que le son ne passe pas par l'oreillette, mais que le son, il passe par ton téléphone uniquement. Ce qui veut dire qu'il est pris uniquement par le téléphone. Donc, comme la personne est un peu loin, on n'entend rien. Et voilà. Et non pas par le micro, main libre. voilà. D'accord, j'ai compris. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que Ouais, c'est là, mieux on comme est plutôt ça. par Ouais. mon micro? Non, non, c'est Voilà, il y mieux a comme peut-être un ça. problème de faux contact, je m'en excuse. Ouais. C'est comme dirait l'autre, les risques du direct, hein, bien sûr. Oui, oui, Je te oui. rends la parole parce que je vais vous montrer quelque chose de très spectaculaire, un robot assez spectaculaire et puis une innovation médicale vraiment incroyable pour les Parkinsoniens. Ouais. Alors, on a une petite question sur la dernière démonstration et malheureusement, tu es loin d'eux, tu es parti, mais on demandait si l'appareil de cohérence cardiaque est-il adapté aux personnes sur le spectre autistique? Absolument, il n'y a pas de contre-indication sur ce type d'appareillage sur le spectre autistique. D'accord. Il peut y avoir pour les personnes bipolaires, pour les personnes atteintes d'un spectre autistique, des contre-indications sur la sophrologie, mais bien que cet appareil mime la sophrologie, il n'y a pas de contre-indication parce que le sujet reste autonome et il n'est pas guidé par une autre personne, donc il peut à tout moment s'arrêter s'il ne se sent pas bien. Donc on va moins en profondeur que sur d'autres techniques, donc il n'y a pas de contre-indication. D'accord. Alors, le temps que tu marches, il y a une question bien connue, si je peux me permettre. Est-ce que le développement durable est présent dans les esprits au CES dont les acteurs consomment les ressources en masse? Oui, c'est une très bonne question parce qu'évidemment, la technologie, elle n'est pas dans le ciel, hein, c'est de l'énergie. Donc, il y a un mur énergétique à toutes ces technologies, particulièrement à l'IA et la blockchain. Il y a aussi une réflexion minière à avoir. Ce sont des matériaux qui sont très difficiles à extraire et dont certains, on ne sait pas les recycler. Donc, bien sûr que, là, selon moi, le vrai mur, c'est pas un mur technologique, c'est un mur sinon énergétique, je dirais même thermodynamique, parce qu'il faut rappeler les principes thermodynamiques. Le deuxième principe de la thermodynamique, c'est la conservation de l'énergie. Donc, on ne dépense pas d'énergie, c'est un abus de langage. En revanche, on crée de l'entropie. C'est ça le problème. On crée de l'entropie, et cette entropie, c'est-à-dire ce désordre chimique au sein de l'atmosphère en particulier, nuit à notre propre existence. Donc oui, alors, il y a des technologies aujourd'hui qui adressent justement ce problème pour réduire la consommation énergétique, pour recycler l'énergie, des serveurs qui chauffent beaucoup, pour la transformer en autre chose. Le fait d'avoir aussi ces centrales nucléaires nano qui seront accolées aux serveurs, donc les serveurs deviendront autonomes et ne consommeront plus de l'énergie carbonée, ou alors on les mettra dans des zones froides pour dissiper l'énergie et on évitera de les refroidir avec une autre énergie. Donc il y a évidemment beaucoup de réflexions là-dessus. Je crois que la relocalisation que permet cette technologie est aussi, on le sait, par le biais du transport maritime, une des solutions à la réduction de l'empreinte carbone. Alors, je transitionne et je vous montre donc ce robot qui joue du piano. Alors, c'est pas Mozart, hein, on est d'accord, c'est pas non plus Charles Klederman. J'ai rien contre la musique d'ascenseur, mais c'est ce que je veux montrer par là, c'est que certes, il est capable de jouer, mais ça, c'est très ancien. Vous savez, les Mechanical Turk, les robots automates du 17e, 18e siècle. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que ce robot est équipé de gants tactiles et qu'il a une sensation. Il a une sensation, donc il a un feedback. Quand il touche le piano, il est capable de contrôler son geste très finement. C'est ce qu'on va retrouver dans la chirurgie. Si on équipe un chirurgien avec un gant comme celui-là, on va récupérer les sensations du toucher, de la pression, ce qu'on appelle la proprioception, et on va être de plus en plus précis. On va pouvoir transposer un geste humain
main vers un geste machine de façon très fine, pas simplement de façon motrice, mais de façon également sensitive. C'est pour ça que ce concept me paraît extrêmement intéressant. Et dans le même ordre d'idée, je te rends la parole pour faire la transition, je me rends sur le pavillon suisse. En fait, on s'aperçoit que c'est pas la première fois qu'on peut faire ce constat, mais que il y a une idée d'innovation et ça permet de créer d'autres innovations en parallèle dans d'autres secteurs de la vie, quoi. Hein, puisque là, tu nous parles du chirurgien, on a en face de nous un musicien robot. On est bien loin du chirurgien, mais c'est vrai que c'est tout à fait adapté à l'exemple du Oui, alors chirurgien. justement, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure avec l'exosquelette, on parle là d'affordance. Hein. L'affordance, c'est le potentiel d'usage. Et donc, effectivement, plus on utilise ces technologies, plus on bricole avec, plus elles nous donnent de nouveaux usages. C'est ça que, effectivement, tu pointes et c'est très important de le dire. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui nous demande comment agit la technologie mobile sur la respiration. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais bon. J'ai pas, alors là, il faudrait approfondir la question si on peut reformuler parce Oui, que oui, oui, je ne comprends pas la question. Donc, celui qui Alors nous là, a ce que je posé vous la montrais, question, n'hésitez pas à approfondir la alors question parce que on voit pas bien la là, question. Voilà. alors, je vous montre quelque chose qui est absolument extraordinaire. Là, vous avez l'image donc d'un sujet parkinsonien qui marche normalement. On va repartir au début. Go to the start, please. How are you doing? Okay, fine. Yeah. Fine, fine, thank you. Donc, c'est une technologie suisse. Nous sommes sur le pavillon suisse. Donc, vous voyez, une personne qui a des problèmes de marche, alors c'est typiquement parkinsonien, hein, c'est un problème de neurofeedback. Donc, il y a un problème de coordination entre la sensation motrice, motricité et la proprioception, c'est-à-dire le retour d'information par les pieds. Hein, nous avons deux mécanismes essentiels pour nous équilibrer, l'oreille interne et la pression sous les pieds. Et regardez, cette personne va finir par marcher normalement. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la transposition, la plasticité cérébrale, c'est ce qu'on va retrouver ici dans ces chaussures. Ces chaussures, là, quand je les touche, elles vibrent. Hein. Je sens les vibrations dedans. Donc, ces chaussures sont équipées de vibrateurs qui permettent au sujet de retrouver une sensation de proprioception à la marche, un meilleur neurofeedback, voilà, ça vibre sous mes mains, un neurofeedback qui lui permet de retrouver des sensations de marche qu'il a perdues du fait de sa maladie, la maladie de Parkinson. Et donc, il va retrouver une marche normale grâce à ces simples chaussures. Évidemment, c'est un dispositif médical qui ne coûte, alors ça va peut-être vous choquer, mais qui ne coûte que 2 000. Eh bien, C'est beaucoup moins coûteux que tous les traitements. Voilà, regardez, pour les difficultés de marche de ce sujet, pour l'instant, les chaussures ne fonctionnent pas, et puis vous allez voir le changement. Je vous précise, ce n'est pas un acteur, c'est un vrai sujet qui est atteint de Parkinson. Le risque majeur du Parkinson, c'est la chute. Quand un Parkinsonien chute, il tombe face contre terre. Hein. Il a même plus les moyens de se retenir parce qu'il a perdu sa motricité. Et regardez, à un moment donné, on va lui permettre de retrouver une marche autonome. Tout ça avec des simples chaussures connectées, des chaussures intelligentes, 2 000 € qui peuvent être remboursées par la sécurité sociale. Alors, c'est un stand suisse. Voilà, sur le stand suisse. Thank you. bien. Ouais. Donc, Disponible en France bientôt ou? alors, disponible sur le marché, c'est un produit qui effectivement est marqué Europe. En Europe, c'est le marquage CE des dispositifs médicaux. C'est un produit qui est sur le marché. Je Ah voulais oui. en faire la promotion parce qu'une de mes amies est atteinte de cette maladie Ouais. et je peux vous dire que ça peut avoir un impact majeur sur sa qualité de vie. Et je lui rends hommage, c'est Thérèse Livois, le professeur Thérèse Livois, à qui je pense aujourd'hui. Ah ouais. Non, c'est évident. Alors là, complètement évident. J'ai aussi un ami qui est dans cette situation et qui commence à avoir de plus en plus de problèmes pour marcher. Et bon, c'est compliqué. Alors là, on traverse le stand japonais. Voilà, nous sommes au cœur du stand japonais et je vous fais la géopolitique. On voit Singapour ici. Alors, je peux vous dire qu'ici, ce pavillon, il est occupé à 70% par des Asiatiques.
Donc, on va aller. Donc là, vous avez le stand japonais. Je me dirige vers le stand du gouvernement américain pour expliquer à ceux qui ne le sauraient pas que même si les États-Unis sont un pays libéral, ils sont extrêmement interventionnistes en matière d'innovation. La preuve. Ah, le Small Business Act, voilà. Donc, vous avez un pavillon qui fait faire plus de 500 mètres carrés, celui-là. Voilà. Hein, il fait plus de 500 mètres carrés, il doit faire pas loin de 1000 mètres carrés. Ils s'en occupent, hein, et vous avez tous les services fédéraux qui sont représentés, ils s'en occupent de l'innovation. Vous savez qu'au travers de leur base industrielle et technologique de défense, l'État fédéral, l'État fédéral s'occupe de l'innovation, la finance larga manu et veille à cela de façon très précise. Moi-même, j'ai été approché par des gens de Phoenix, Arizona, qui m'ont demandé si j'étais capable de ramener des startups françaises à Phoenix, Arizona pour créer un incubateur fait de Mayo Clinic. Ah ouais. Mayo Clinic, c'est le plus grand, le plus beau, le plus fort hôpital du monde. Ça se refuse pas, les amis. Donc voilà où on en est. C'est-à-dire évidemment qu'on a des entreprises et des startups intelligentes qui font de l'innovation, qui sont capables de la breveter. Mais pour ce qui est du développement, quand nous dépensons 1 million d'euros en Europe, avec moult paperasses, ici, le gouvernement américain est capable de mettre 1 milliard sur la table. Vous vous souvenez de cette image avec Moderna, notre ami français, à la table Ouais. de Donald Trump, et Donald Trump lui pose 1 milliard sur la table. Voilà, on ne joue pas à jeu égal, ou alors on court avec les deux mains dans le dos. Mhm. Je fais passer des messages, Dominique. Non, mais Ici, quand on voit ça, je veux dire, ouais, on réfléchit autrement. Voilà, on est d'accord. Puis, c'est de la politique. ouais. Et puis Phoenix, sans vouloir faire une blague, c'est quand même au milieu du désert, hein. Euh, c'est c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, c'est une belle ville, mais c'est quand même en effet au milieu du désert. Ouais, ouais, ouais. Alors, je voulais faire un petit stop sur le pavillon israélien. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne sait pas, au-delà des problèmes de guerre et de conflits israélo-palestiniens, c'est qu'Israël, c'est un grand pays d'innovation. J'ai Absolument. moi-même travaillé avec une société qui fabrique des stents biliaires, donc une technologie très avancée de dispositifs médicaux euh, qui a été rachetée par des Japonais. Donc, Israël est l'autre pays d'innovation. Il y a la Hollande, c'est l'autre pays du fromage, mais l'Israël, c'est l'autre pays d'innovation. Évidemment, c'est un pays qui lui aussi a une base de défense très importante et qui finance largement l'innovation pour des raisons qu'on comprend très bien. Je te rends la parole. Non, non, mais tout à fait d'accord. C'était impressionnant. J'ai eu l'occasion de faire un passage en Israël et on a visité le centre Ben Gourion, le centre de recherche là, Ben Gourion, et en effet, il y avait des innovations assez impressionnantes. On est d'accord. Allez. Alors, je passe le stand italien, Dominique, parce que les Italiens ne font pas que des pâtes et des lasagnes, comme tu sais. Ah bon? Regardez un peu la taille. Oui, je vous donne une info ce matin, c'est un scoop. Ouais, c'est un Hein, scoop. ils font pas que de la pizza. D'ailleurs, je pense que les Américains font plus de pizza que les Italiens. Mais vous avez là aussi un grand pavillon italien, énorme. Très, Ouais, très grand pavillon italien. Bien sûr, les Italiens dans l'automobile, sur la technologie automobile, pas forcément sur les volumes de production, mais sur la technologie automobile, sur l'électromécanique, sur la pharmacie, c'est moins connu. Laboratoire Menarini, les sociétés de recherche comme Fidea. Donc l'Italie, c'est un pays extrêmement innovant et on le voit avec la taille de son stand. Hein, voilà, quand on se compare, ben, on ne se rassure pas vraiment, les amis. Et ici, très important de comprendre Taïwan. Là, le stand taïwanais. ouais, Nous dépendons de Taïwan. Je te l'ai ouais. déjà dit au commencement. Nous dépendons technologiquement de Taïwan. Et la crise taïwanaise, c'est une crise technologique. On ne peut pas ne pas, on ne peut pas ne pas bénéficier des fabrications taïwanaises en termes bonjour, de processeurs en matière euh, de technologie nano. Et donc là, on a un problème de relocalisation. Donc ce stand est massif, bien sûr, c'est normal. Il faut s'interroger ici en géopolitique de comment on va relocaliser les chaînes de production des processeurs nano, qui sont ceux qui sont représentés par NVIDIA en particulier, une fabrication nano qui est, pour certains cas, fabriquée avec des machines européennes et hollandaises. Mhm. Donc, un peu d'espoir, on pourrait dire, nous sommes sortis de l'histoire sur un plan du logiciel, de l'IA, et sur un plan en dur, sur la fabrication en dur de ces technologies, je crois qu'on peut reprendre la main
parce qu'on a les outils pour, parce qu'on a une main-d'œuvre qualifiée. Encore faut-il s'en donner les moyens. Et une fois, peut-être qu'on aura payé nos dettes, je ne sais pas. Oui, bon, on va peut-être essayer de commencer avant, euh, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps, hein. Ouais, ouais. On peut pas s'associer avec nos amis d'ASML, nos amis hollandais là, qui sont quand même les champions de la technologie hardware pour les chips là, hein. C'est vraiment. Ah Alors, oui, dans une Europe de l'innovation qui existe, hein, je voudrais quand même mentionner les fonds Horizon Europe, qui sont ouais. dotés à plus de 500 millions d'euros, les fonds nationaux de l'Agence nationale de la recherche, je suis moi-même expert ANR. Bien sûr qu'on a des dispositifs de financement, on a les fonds FEDEX, les fonds FEDER, pardon, lapsus, on a les fonds FEDER, qui sont des fonds européens qui sont distribués par les régions. Nous avons des dispositifs de financement, d'amorçage. Le problème, c'est l'émergence, c'est-à-dire le développement. Le développement, c'est ce qui coûte le plus cher dans l'innovation. Et malheureusement, c'est là que le bas blesse. Parce qu'il faut Mhm. mettre des centaines de millions ou des milliards sur la table et on les a pas. Et pourquoi Ouais. on les a pas? Alors, encore une fois, alors, des thématiques abordées par Olivier, donc je vais pas m'attarder, mais il en parle suffisamment. La retraite, c'est la mère des batailles. Mhm. Comment les États-Unis financent leurs innovations avec des fonds de retraite, c'est-à-dire des fonds De qui ne sont pension. pas des de pension. Et alors, il faut expliquer, Dominique, c'est ton domaine, donc je vais te rendre la parole là-dessus, mais un fonds innovant, c'est 3 ans, 5 ans, 7 ans dans le meilleur des cas. Un fonds de pension, c'est 50 ans. Donc là, quand on fait des innovations disruptives, il faut financer sur 20, 30, 50 ans. La retraite, c'est la mère des batailles. Qu'en penses-tu? C'est ça. Il faut basculer d'une retraite par répartition, je paye et je dépense quasiment tout de suite, à une retraite par capitalisation, c'est-à-dire que je capitalise, ça génère des revenus, des dividendes, des intérêts, etc. Enfin, surtout des dividendes. Ça génère des revenus qui vont permettre de payer les retraites futures. Avec ces fonds énormes qui sont déposés pour générer cet énorme montant de revenus, eh bien, on arrive à créer des entreprises, à développer des produits. C'est ce qui se passe. On parle beaucoup de la Hollande comme un pays d'innovation, mais la retraite en Hollande est principalement en capitalisation. Et pour la petite histoire, dans le rapport que nous avons rédigé à l'Institut Sapiens sur ce sujet, un retraité, un salarié hollandais qui part à la retraite, il a une retraite de un peu plus de 100% de son salaire qu'il avait quand il est parti à la retraite. Voilà, on en est relativement loin en France. Il va falloir. Alors, il s'agit pas, c'est pas le sujet du jour, mais il s'agit pas de basculer du jour au lendemain de la répartition vers la capitalisation. C'est pas possible. Il faut monter un fonds d'abord, mais il faut commencer dès maintenant, grâce à la démographie, à créer ce fonds de capitalisation pour être capable, dans 40 ans, de financer une partie de la retraite avec ce fonds. Et en attendant, le fonds de capitalisation, c'est des fonds qui sont déposés par les entreprises, par les particuliers, et qui permettent de financer l'économie en parallèle et financer notamment la recherche et le développement. Voilà, c'était le cours d'économie de l'instant. Très bien. Alors, tu vois que depuis un grand moment, je suis en Asie depuis un certain temps, hein, Ouais, ouais, et je marche, et je marche. Et ouais. vous voyez les moyens qui sont déployés. Là, vous avez le stand de Hong Kong. On est sur des bases de pratiquement 1000 mètres carrés. On est loin des trois planches blanches de French Tech. C'est pas pour me dire, mais enfin, les amis, il faut comprendre les choses, quoi. Regardez un Mhm. peu les moyens qui sont déployés sur le stand de Hong Kong. Je ne suis que chez les Asiatiques, les Chinois. Euh, je suis uniquement dans l'Asie. 70% de ce plateau de l'innovation, c'est la Corée, c'est Taïwan, c'est la Chine. Alors, on va quand même pas en rester là. On va regarder. Je voulais vous amener Ouais, sur le bon. pavillon africain parce qu'il y a un Il pavillon est, africain. Oui, je t'écoute. ouais, attention, il est 18h55, donc il nous reste 5-6 minutes pour le Voilà, ok. maximum. Allez, on va conclure alors avec nos amis africains parce que je veux leur rendre hommage. Parce Ouais, que l'Afrique, c'est le continent qui monte, hein, il faut en parler. C'est aussi ça la géopolitique de l'innovation. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils font pas d'innovation. Il faut dire qu'en recherche médicale, et grâce à Covid, on a compris que nous étions dans un petit village du point de vue des maladies chroniques et aussi des maladies surtout transmissibles. Et que par conséquent, euh, l'Afrique développe de la recherche clinique en particulier, mais pas que. On a aussi des ressources minières en Afrique, on a aussi des cerveaux, des jeunes cerveaux extrêmement goulus en savoir. Et cette génération africaine qui monte, c'est aussi une génération qui va produire de l'innovation, de l'intelligence. Voilà le pavillon africain.
avec le pavillon marocain. Vous savez que Maroc, Tunisie et Algérie hein, aussi, parce que je travaille avec l'Algérie, ont des incubateurs de start-up. Alors, ouais, il y a aussi l'aspect un peu nationaliste dans ces aspects-là. Mais voilà, le pavillon africain qui est représenté. Donc, l'Afrique n'est pas en reste. Elle nous rejoindra dans cette réflexion sur l'innovation. Il ne faut pas négliger ce continent qui va monter grâce à sa jeunesse, grâce à son intelligence et avec des ressources qui sont quasiment infinies. Ouais, absolument. Et quelques terres rares, ce qui les aide aussi un petit peu. C'est une bonne nouvelle. Ok. Mais écoute, il est 18h58. Merci beaucoup, cher Yannick, pour cette promenade unique en direct dans les allées du CES. On a bien compris qu'il aurait fallu faire une émission d'un après-midi pour faire le tour de tous les bâtiments. Mais merci pour ton temps, merci pour ces commentaires, merci pour la préparation, parce que tu es passé quelques fois la veille et l'avant-veille pour te mettre d'accord avec ces personnes qui nous ont parlé. L'émission, enfin le Café Sapiens sera sur notre site YouTube d'ici quelques minutes, quelques heures. Donc n'hésitez pas à le faire circuler. On va se retrouver d'ici une quinzaine de jours. Là, la date vient de changer, donc je peux pas vous confirmer la date, mais suivez bien nos annonces. On va se retrouver d'ici une quinzaine de jours sur un sujet qui tient aussi à cœur à Yannick. C'est un petit compte-rendu d'un baromètre que l'on a réalisé avec Ipsos et avec Bayer sur les Français et la science et la perspective des Français sur les chercheurs, sur les scientifiques, sur la science en général. On fait ce baromètre tous les 6 ans, donc c'est notre et on en fait un tous les 2 ans, pardon, on en fait un tous les 2 ans et c'est la troisième fois qu'on le fait, donc on a 6 ans d'historique. Très intéressant de voir les comparaisons et l'évolution. Donc Olivier Babot animera ce Café Sapiens d'ici 2 à 3 semaines pour commenter ce baromètre. Voilà. Merci beaucoup à Yannick. Bonne. Merci les amis. Puis moi, je suis super impatient de retrouver ce sujet au Sablon, parce qu'on a vraiment des choses très importantes, des défis très importants à examiner. Absolument. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire aux rencontres des Sablons les 6 et 7 février au Théâtre des Sablons à Neuilly. 2 jours de conférences extrêmement importantes sur des sujets très, très importants avec ce débat sur le principe de précaution quelque part, puisque notre thème général, c'est protéger, risquer, virgule, quels équilibres? C'est bien la question, mais il faut bien se poser la question dans les deux sens, à la fois il faut protéger, mais aussi prendre quelques risques pour faire avancer notre beau pays et aller plus loin. Voilà. Merci encore Yannick. Bonne journée pour toi et bonne soirée à vous tous et à bientôt. Au Au revoir revoir. les Sapiens.